ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Je reçois aujourd'hui Marjorie Bernier. Bonjour Aurélien. C'est cool de venir, super. Je suis ravie de te revoir. Alors c'est vrai qu'on ne s'était pas vu depuis un petit moment, Marjorie, ça fait des années qu'on se connaît. On s'est connus à l'époque où je faisais moi-même un petit peu de prépa mentale, puisque figurez-vous que Marjorie est préparatrice mentale, maîtresse de conférences en psychologie du sport à l'université de Brest, où tu es responsable d'un diplôme aussi. D'un master, oui. Ouais. Le master EOPS, entraînement et optimisation de la performance. Et c'est un master avec un parcours psycho du sport, mais dans lequel les étudiants viennent se former à tous les métiers de l'entraînement et de l'optimisation de la performance. C'est ça, c'est un peu transversal. Ouais. Du coup, assez proche de ma sensibilité et de mes convictions, parce que vous ne le savez peut-être pas, puisque vous me connaissez surtout en tant que préparateur physique, mais j'ai eu une petite casquette très courte de préparateur mental, je vous rassure. Je suis complètement incompétent en la matière, parce que j'ai très peu exercé, mais quand même, j'ai un master. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'était rencontrés, sous la direction de Jean Fournier. Oui. Qui est venu dans ce podcast nous parler de différents thèmes, notamment du mindfulness et de l'imagerie. Super intéressant, je vous engage vraiment à aller voir. Et aujourd'hui, on va parler d'un point qui rassemble un petit peu justement, un point de convergence entre la psychologie du sport et la préparation physique, sont les points d'attention. Oui. Passionnant. Oui, passionnant, c'est ma thématique de recherche première, je dirais. Et dans le domaine de la préparation mentale, c'est quelque chose je dirais, fondamental, de savoir sur quoi porter son attention pour être performant. Et ce qui m'a intéressé ces dernières années, c'est d'essayer de voir comment ces points d'attention pouvaient aussi permettre d'être plus engagé en préparation physique. Et ça a fait l'objet notamment d'un mémoire que j'ai encadré, celui de Samuel Breton, donc, qui est étudiant actuellement en Master 2 chez nous. Et il a travaillé donc sur une comparaison de différents points d'attention sur des tâches de squat jump, des tâches assez classiques, je suppose, en préparation physique, c'est toi le spécialiste. Et donc il a essayé de voir avec des jeunes handballeuses de Pôle Espoir, déjà si elles avaient des points d'attention particuliers, sans qu'on leur donne de consignes particulières, est-ce qu'elles focalisent leur attention sur un point en particulier au départ. Et puis ensuite, il a essayé de leur proposer des points d'attention différents, donc des points d'attention dits externes, d'autres dits internes. Alors externe, c'est surtout ce qui va être l'environnement ou bien des repères visuels. Et puis interne, ça va plutôt porter sur le geste en lui-même, le corps, donc porter son attention sur les sensations ou sur des points clés techniques. Voilà. Et donc il a comparé l'efficacité finalement de ces deux types de points d'attention. Et il a mis en évidence que les points d'attention externes étaient plus efficaces, permettaient d'améliorer significativement leur performance au squat jump. Okay. Et ça conforte, ça va dans le sens de ce que dit la littérature, c'est-à-dire qu'on sait qu'un point d'attention externe est plutôt favorable pour optimiser la performance sur ce type de mouvement. Hyper intéressant, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aborde assez souvent sur le plan de l'entraînement. Vraiment l'entraînement technico-tactique, prise d'informations, etc. Bon, c'est assez courant. Et paradoxalement, alors que la prépa physique s'enrichit de plus en plus de techniques sportives, pour le coup, les techniques haltérophiles, les techniques de force athlétique, par exemple, pour prendre que des exemples, on pourrait parler aussi de l'athlétisme. Ça semble un petit peu absent, c'est amusant, parce que ce matin même, j'avais une discussion là-dessus, sur où porter le regard, où ancrer, finalement plus que le regard, même l'énergie au sens large, en soulevé de terre. Et du coup, j'avais un débat avec un autre entraîneur, et c'est vraiment éminemment technique d'aller jusque dans ces détails-là. Et on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes perfs. Les gens qui font vraiment de la force athlétique le savent. Si on prend un point d'ancrage visuel au bout des pieds, à 2 mètres devant nous, à 1,50 m au-dessus de l'horizontale ou carrément au plafond, on n'a pas le même mouvement. C'est normal, ça va influencer la posture, ça va influencer les chaînes musculaires, la fermeture de la boucle quelque part.
Et c'est vraiment intéressant que la psycho du sport s'ancre là-dessus. Donc lui, il a travaillé sur quoi? Sur squat jump? Squat jump, là-dessus, uniquement pour son étude de mémoire, mais dans d'autres recherches, il y a eu d'autres mouvements qui ont été examinés. En fait, il faut bien voir aussi que ça va dépendre du niveau d'expertise de la personne. Et donc, on peut imaginer que pour un public plus débutant dans ces tâches-là, dans ces exercices-là, on peut être sur des focus plus internes. Mais dans tous les cas, le focus interne, il risque quand même de nuire à l'apprentissage et à la performance, même chez les publics débutants. Donc, quand on donne beaucoup de consignes techniques, quand on donne beaucoup d'informations sur comment bien faire le geste, on risque finalement de nuire à l'apprentissage sur ces gestes. C'est assez paradoxal, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est un phénomène qu'on appelle le choking. C'est lorsque on donne trop d'informations finalement sur trop de connaissances sur la façon de bien faire le geste, on est sur une suranalyse du pratiquant, voilà, et donc il n'arrive plus à réaliser le geste de manière un petit peu automatique. Donc tout l'enjeu, c'est de trouver des points d'attention qui vont être suffisamment externes ou bien internes, mais avec des métaphores, avec des images, qui vont donner de l'information, mais sans surcharger le pratiquant en informations qu'il aura à traiter, qu'il aura à analyser, qu'il aura à mémoriser, qui risque à un moment finalement de casser tous ces automatismes. Hyper intéressant parce qu'on est à l'exact opposé dans la tendance actuelle du coaching en préparation physique. Aujourd'hui, on coach beaucoup des éléments comme, c'est des questions de mode toujours, on parle beaucoup de torque par exemple, pour suivre ce que tu dis là comme exemple de situation d'entraînement. Squat jump, squat, mouvement d'haltérophilie, on parle beaucoup de torque, donc de coupe de force, donc avec cette intention de visser le tibia péroné dans le pied, de créer une rotation, une force spiralée en fait autour des appuis. Donc évidemment, on parle de plus en plus des appuis, on parle énormément des saisies. Et pour autant, de moins en moins justement, des ancrages visuels, des repères extérieurs, de la prise d'informations extérieures, ça passe du coup un peu au second plan, alors que de ce que tu nous dis, ça devrait être prioritaire. Dans le cas de Samuel, pour vous donner une illustration, le point d'attention qu'il avait donné, le point d'attention externe qu'il avait donné à ses joueuses, c'était d'aller toucher la tête au plafond. Ça paraît très basique et finalement quand il compare, alors ça reste expérimental et après évidemment il faut être plus dans la finesse quand on est dans la pratique et surtout quand on est dans la continuité d'un travail. Là c'est sur une petite expérimentation mais ça reste intéressant d'aller vers des points d'attention externes. Et surtout de se poser toujours la question en tant qu'intervenant de est-ce que je ne donne qu'un seul point d'attention à la fois? Est-ce que mes consignes amènent le sportif à n'avoir qu'un seul point d'attention à la fois? Parce qu'il ne peut pas penser à deux choses en même temps. Donc lorsque je lui donne deux repères, tu parlais tout à l'heure de vissage ou de dévissage, je ne sais plus, plus d'autres segments qu'il faut que je vérifie en même temps, c'est tout à fait impossible. Le cerveau n'est pas en mesure de porter son attention sur deux choses en même temps. Donc l'idée, ça va être d'automatiser certaines choses pour que le sportif n'ait plus besoin d'y penser. Et dans ce cas-là, il ne faut surtout pas qu'il y repense. Sinon, ça contrarie la réalisation de son geste. Une fois que c'est ancré et codé, on ne va pas tourner en rond là-dessus, à revenir sans arrêt sur la même consigne. Ça aussi, c'est un défaut assez courant des coachs. Bon, le pire défaut des coachs, c'est de rien dire. Souvent, tristement, il n'y a pas d'apport technique. Et quand il y en a, en général, ça tourne autour de 3-4 éléments parce qu'ils n'en ont pas souvent beaucoup plus. Et des fois, on regarde la séance et on se dit mais c'est bizarre parce que tout ce que tu lui dis, il le fait, il t'attend plus maintenant, c'est probablement que c'est toi qui lui as appris très bien. Mais ça, c'est fini, on peut peut-être passer à d'autres choses justement, à aller chercher d'autres éléments, d'autres clés de coaching qui vont peut-être encore améliorer un peu le résultat. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût
temporels comme financiers, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Et alors après, je ne voudrais pas qu'on interprète mal mes propos. L'idée n'est pas de ne plus donner de consignes techniques. Surtout pas. L'idée est de le donner de manière simple, de manière imagée. Ça, on sait que ça marche bien. Tout ce qui est métaphore, tout ce qui est image, tout ce qui est clé technique, je dirais. Et surtout de le donner un à la fois. Ouais. Chaque consigne technique, chaque information technique doit être donnée une par une et de manière progressive pour pouvoir passer à la suivante et corriger le point suivant. Plus forte raison que, on reste dans notre exemple des poids et haltères, c'est le plus confortable, puisque c'est justement le sujet de l'étude des squat jump. On va faire en général 3, 4, 5 séries, où il va y avoir 3 à 10 répétitions en fonction du moment du programme. On a de l'occasion de donner une information à la fois, surtout justement, au contraire, ça va rythmer votre séance. Si vous balancez tout sur la première série, il n'y a plus grand chose à dire sur les suivantes. Oui, complètement. On n'a plus qu'à taper dans les mains en disant allez, on peut limiter. Donc c'est vrai qu'autant saucissonner un petit peu. Ouais. Puis j'imagine que ça démarre avant la série, peut-être même pendant l'échauffement par exemple, ce genre d'attitude, de posture de coaching. Oui, on est allé sur 2 choses aussi avec Samuel et avec un autre étudiant. Dans cet ordre d'idées, avec Samuel, il est allé jusqu'à travailler avec ses joueuses sur des routines. Okay. Alors, c'était ta thématique de mémoire il y a quelques années d'un de tes masters. Et là, l'idée, c'était de mettre en place des routines pour le squat jump. Alors, des routines très simples, des routines beaucoup plus simples que celles que toi, tu as pu examiner avec les judokas lors d'un combat où, évidemment, il y a beaucoup de choses à intégrer. Mais finalement, ces routines qui sont très efficaces sur des gestes comme les gestes du golf, sur les coups du golf, eh bien, il est allé concevoir des routines pour ses athlètes. Donc, de points d'attention précis, il en a fait finalement des routines qui sont constituées de plusieurs points d'attention, avec des images mentales intégrées. Et c'est ce qui vraiment est le plus efficace et ce qui permet vraiment d'engager ces joueuses qui en plus sont adolescentes, donc ils se plaignaient d'avoir parfois un manque d'attention ou un manque d'engagement dans des exercices de préparation physique qui sont fondamentaux et dans lesquels elles doivent avoir un investissement total. Et l'effet de ces routines, il est vraiment très intéressant quand on veut travailler sur l'engagement et l'attention de ces athlètes. Ouais, hyper intéressant. Ouais. Et donc l'autre axe de travail que l'on a avec un autre étudiant du master qui est Nino Mellet et un nouvel étudiant qui s'intéresse aussi à cette question-là, c'est la question de l'échauffement mental. Donc Théo Lebris et Nino Mellet se posent la question pour le tennis. Ils se sont rendus compte en travaillant avec les joueurs que déjà ils avaient un travail à faire sur l'échauffement physique. Avant un match, ça peut être bien d'optimiser déjà ce que font les joueurs sur l'échauffement physique. Et puis ils se sont aussi posé la question de comment échauffer l'attention, comment échauffer le joueur sur le plan mental. Donc ils sont allés réfléchir à associer les contenus de l'échauffement physique avec des contenus d'attention particulière ou mentaux, des images mentales, des points d'attention. Et là, c'est aussi l'objet de leur mémoire, c'est de vérifier l'efficacité de ces approches de l'échauffement mental. Et je pense que tout préparateur physique, entraîneur, pourrait aussi gagner à se poser la question de
quand je conçois un échauffement physique pour mon athlète, comment je peux l'optimiser par un échauffement mental coordonné. Comment associer les deux thématiques Et du coup, pour l'instant, leur résultat, c'est quoi? Alors pour l'instant, avec la pandémie l'année dernière et on est encore au début de l'année, on est plutôt sur des résultats exploratoires et ça reste à confirmer. Mais a priori, ça va dans le même sens que ce qu'a pu mettre en évidence Samuel, et ça va aussi dans le sens de ce qu'on connaît dans la littérature sur les routines. C'est-à-dire qu'on sait qu'avec les routines, on a des joueurs qui sont plus prêts à performer. Alors on l'a examiné ça pour des situations de performance et dans des disciplines comme justement le service en tennis, le golf. Tu l'avais fait en judo, mais ça restait quand même très très rare dans ce type d'activité. Là maintenant, la question c'est de voir si pour un échauffement, ça peut aussi avoir un intérêt, et notamment pour les jeunes joueurs. Bon, j'imagine qu'on reste sur un peu toujours les mêmes recettes, des choses finalement assez simples, bien maîtrisées, qu'on pratique plutôt à l'entraînement dans un premier temps. N'allez pas vous amuser à tester ces routines-là en compétition, parce que si vous êtes trompé dans un réglage ou si c'est pas le bon assemblage au bon moment, ça peut se retourner contre vous et pas au bon moment. Donc on teste tout ça évidemment à l'entraînement, mais si on met en place effectivement des petites routines assez simples, des petites habitudes de travail psychophysique, probablement qu'on optimise un petit peu encore la tâche de l'échauffement. Mais ça pourrait très bien entrer aussi dans les routines de préparation, d'échauffement à une séance de préparation physique, quoi. Oui, complètement. Mettre les gens ici et maintenant, bien concentrés sur ce qu'ils doivent accomplir. Ça passe par le rappel des objectifs aussi, j'imagine. À un moment donné, c'est des actes de coaching un peu simples, mais qui disparaissent un petit peu avec le temps. Et puis qui peuvent sûrement être affinés et précisés. Travailler sur les objectifs, c'est bien, mais travailler sur les points d'attention, c'est un travail encore plus précis et plus ciblé qui permet de gagner en optimisation. Après, ce qui peut être intéressant aussi, tu disais qu'il faut le tester à l'entraînement. Bien sûr, il faut le mettre en place à l'entraînement avant de le mettre en place en compétition, mais c'est aussi de veiller à questionner l'athlète sur ce que ça lui apporte et ce que ça lui permet réellement d'atteindre cet état de performance dans lequel il se sent prêt, engagé, attentif, ici et maintenant, comme tu l'as dit. Et ça, c'est tout simplement par un petit questionnement qu'il faut veiller à avoir avec l'athlète régulièrement au cours de la séance de est-ce que ce point d'attention te convient? Est-ce que ce point d'attention te permet d'être le plus efficace? Est-ce que cette routine te permet d'être le plus efficace? Oui, bien sûr. Même si j'imagine que vous êtes tous bardés de capteurs en l'occurrence, on reste sur notre exemple du squat jump, on mesure, est-ce qu'il saute plus haut, surtout plus haut plus longtemps, c'est-à-dire est-ce que notre niveau de performance se maintient un petit peu mieux qualitativement au fil de la séance si on bascule sur une stratégie comme ça. Évidemment, on arrive à objectiver un certain nombre de choses, mais le dialogue avec l'athlète, évidemment, c'est même une occasion, encore une fois, l'occasion à saisir, d'échanger, d'avoir du feedback, de tester des choses. C'est une bonne manière de continuer à construire ou à entretenir la relation avec un athlète. Et souvent, la perf psychologique et physique, elle se situe là-dedans, dans la relation entraîneur-entraîné. Oui, je pense que dans le cas de Samuel, de son étude avec les joueuses de hand, il y a eu un réel déjà gain simplement lorsqu'il leur a posé la question, avant même de leur donner des consignes, lorsqu'il leur a posé la question de à quoi tu penses juste avant de faire ton squat jump. Rien que ça permet aux joueuses de prendre conscience de quelles sont les pensées qui leur permettent d'être efficaces. Et si elles n'en ont pas, de les guider pour qu'elles aient des points d'attention plus précis. Ouais, et d'un seul coup, ça transcende la série parce que on y apporte de l'attention. Oui, complètement. Hyper intéressant, merci de nous ouvrir ces perspectives de psychologie du sport. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. On parlera, j'espère, dans un autre épisode des interactions justement concrètes entre psycho du sport et préparation physique. En tout cas, merci d'être venu. Si vous voulez suivre un petit peu plus tous ces travaux de Marjorie et
son groupe de travail. Je crois que tu es actif sur LinkedIn, c'est ça? Oui, ouais. Sur LinkedIn, sur le LinkedIn aussi de l'équipe de recherche dans laquelle je travaille, qui est l'équipe 3A2P. Donc 3A2P d'un côté, Marjorie Bernier de l'autre. Et du coup, bon, là, on a un petit peu d'infos là-dessus. Merci en tout cas, vraiment tu reviens quand tu veux. Merci à toi. C'était un grand plaisir de t'avoir. Vous nous avez peut-être écouté sur une des plateformes de streaming que vous connaissez, peut-être que vous nous avez regardé sur YouTube. Il y aura une version enrichie de ce podcast sur mon site web, avec l'accès à différentes ressources complémentaires, notamment des papiers dont on a parlé. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Si vous voulez continuer à vous former en préparation physique ou en préparation mentale, mon partenaire digitalisation Transfert propose des formations professionnelles reconnues et financées. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce qui se passe là-bas. Je pense que vous devriez bien trouver votre bonheur à un moment donné. Je vous remercie de votre fidélité. À très bientôt pour de nouveaux épisodes ABD Podcast. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.